Bonjour, c'est Goldie du montage, donc du futur, qui vous parle. Voilà, pour information, on n'est pas vraiment en avance pour sortir cet épisode. Donc, entre-temps, eh bien, un late pledge a vu le jour pour Fevertown. Il reste encore des jours sur ce late pledge, donc n'hésitez pas à aller soutenir Fevertown en late pledge pour aussi vous le procurer de votre côté. Les liens sont dans la description et bonne émission à vous. En jeu de rôle, on ne cessera de le dire, il n'y a pas que Donjons et Dragons. Je dirais même qu'il y a tellement plus intéressant que Donjons et Dragons, parce qu'après tout, si vous jouez à ce loisir social, pour simplement faire des tactiques de siège devant une porte fermée, mesurer avec précision le déplacement de votre personnage et optimiser au mieux votre fiche pour poutrer plus vite de l'or que sans réfléchir, et bah peut-être que le jeu de société est plus adapté pour vous. Bon, désolé, je m'emporte. Ce que j'essaie de vous dire avec mes mots maladroits, c'est que le cœur du jeu de rôle, c'est le rôle bien avant le jeu, ainsi que l'histoire que l'on écrit ensemble. Notre invité du jour l'a bien compris et ne vous propose pas seulement d'écrire une histoire ensemble, mais carrément de jouer un film qui file à 100 à l'heure ou au moins aussi vite que les idées fusent dans son cerveau prolifique en concepts farfelus. Bonjour et bienvenue dans It is Alive, une émission de jeu de rôle dans laquelle on ne lance pas de dés, mais on discute, débat et explore les tréfonds de notre loisir commun préféré. Et aujourd'hui, on va parler de Fevertown en la compagnie de son créateur, que vous connaissez déjà tous parfaitement. Générique, et on se retrouve tout de suite après. I used to design for gods. But perhaps you'll come with a challenge, eh? I was surprised to get your call. Look, darling. It's alive! It's alive! And it's trying to sleep. Shut the hell up. Et pas la bonne scène, c'est quand même mieux avec l'invité. Bonsoir, Hello. bonsoir et bienvenue. Pour cette émission spéciale Fevertown. Bonsoir Basile, notre duo habituel. Comment vas-tu ? Toujours bien et très heureux de parler de ce jeu. Je me suis régalé avec les actual plays déjà sortis. J'ai hâte de poser les petites questions qui vont bien. Et on a sorti les outfits associés quand même pour essayer d'être dans l'esprit en tout cas. Et bonsoir Cyril, bienvenue. Et bonsoir, merci Monsieur de cette Fevertown. invitation. Ouais, je suis ravi d'être là, malgré les péripéties du marketing et de la promotion de ce formidable jeu. La fatigue est présente, mais je suis très content d'être à vos côtés pour parler de ce jeu qui finalement m'habite depuis maintenant 2 semaines, jour et nuit. Donc voilà, Fevertown, un plaisir d'en parler tous les jours, tous les soirs. Donc merci encore. Oh, qui t'habite depuis longtemps. Mais... Ah oui, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que tu travailles dessus. Ah oui, d'ailleurs. bien sûr. Je crois que mon tout premier actual play date d'il y a déjà, je crois, 3 ans. Je crois. Oh là là. D'ailleurs, on voit que ça a été compliqué parce que ça a été compliqué ne serait-ce que pour se connecter et faire de la technique pour se connecter aujourd'hui. Totalement, Donc, oui. On sait que t'es fatigué, donc merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour ma défense, Twitch n'est plus mon ami, je vous le dis. Ils me snob, ils m'envoient plus des SMS. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il va falloir remédier à ça à un moment donné, mais ce sera pas forcément ce soir. En tout cas, on est la veille de la fin du financement participatif de la boîte de lancement de Fevertown. C'est bien ça ? Il reste précisément, si je ne m'abuse, 25 heures. 25 heures. Donc, pour ceux qui sont avec nous ce soir en live, n'hésitez pas à aller backer et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. Pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à l'émission, on lit toutes les questions que vous nous posez et la plupart du temps on les fait intervenir dans l'émission
sauf si c'est des questions du genre on t'aime, est-ce que tu peux venir me faire un enfant? Ça on fera pas. Mais pour le reste, voilà. Pour le reste, on transmet vos questions. Pas arrivé jusqu'à présent. Aucun invité. C'est On ça. sait jamais. Mais ça peut arriver. Donc, allez lâcher vos thunes, comme l'indique Basile. Et pour ceux qui nous regardent en différé sur YouTube, je suis désolé parce que certainement que le temps du montage sera malheureusement passé. Hein, voilà, le financement sera passé. Mais il ne vous restera plus qu'à vous rapprocher éventuellement de vos boutiques de jeux qui auront peut-être pu acheter le kit boutique. Oui. Pour le mettre dans leur boutique ou à attendre la sortie du livre de base qui viendra après le kit. Alors, si je ne m'abuse, je peux le dire maintenant, c'est une information quasi officielle. Il y aura quelques boîtes à récupérer chez Philibert, étant donné qu'ils nous en ont acheté un bon paquet. Voilà. Donc, Nice. donc ça devrait, il y aura des boîtes chez Philibert. Alors, je ne sais pas à quelle intensité il faudrait être aux aguets pour récupérer une boîte, mais en tout cas, il y en aura chez Philibert. Ok, donc pour YouTube, vous avez retenu ça, direction Philibert, si ça vous intéresse et que vous voulez l'acheter. Mais surtout, traînez pas, parce que si ça se trouve, à l'heure où la vidéo sort, il y en a déjà presque plus. Donc, on va parler de Fever Town en long, en large, en travers ce soir. Mais avant ça, on va faire un petit jeu, comme le veut la tradition de l'émission. Petit jeu qui va être très simple. Hein. Je vais vous donner des titres de Buddy Cop Movie. Mais attention, je ne vais pas vous les donner en français. Je vais vous les donner en québécois. Et il va falloir retrouver le nom du Buddy Cop Movie en français ou en langue originale, hein, si vous le souhaitez. Je sais qu'autour de la table, on a un expert du Buddy Cop Movie, donc je compte sur toi, Cyril. Pourquoi je ne t'entends plus? T'as coupé ton micro. Pour boire. Ah oui, je me suis muté pour boire. Alors, je disais, je ne suis pas un expert des titres québécois, mais effectivement, je connais un petit rayon niveau Buddy Cop Movie, donc ça devrait le faire. Ok, alors on va commencer, on va dire plutôt simple. Hein. Si je vous dis Mauvais Garçon. Ah bah, Bad Boys, évidemment. Facile. Évidemment. Bad Boys, c'était le plus simple. Hein. Donc on commence doucement. J'ai une petite question. C'est le vrai nom, Mauvais Garçon? C'est le vrai nom. C'est le vrai nom. Et le dernier qui est sorti, qui est... je crois que c'est le dernier, Bad Boys for Life. En québécois, c'est Mauvais Garçon pour la vie. Simple et efficace. Efficace. Enfin, efficace, c'est je une sais pas. romance homo-érotique, mais Ouais, ça fait un peu ça. il y a un peu de ça dans Bad Boys aussi, de toute façon. Il y a un peu de ça. Alors, justement, on va faire le pendant des Mauvais Garçons, les bons gars. Les bons gars. Alors, je tiens à préciser, ce sont des films qui ont été considérés par la recherche Google comme étant des buddy cop movies. Si ça se trouve, vous allez me dire, mais pas du tout. C'est peut-être Nice Guys. Oui, c'est Nice Guys. Ah. Tout à fait. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, moi, oui, c'est un buddy cop movie parce que, c'est avec Ryan Gosling et puis, globalement, c'est pas vraiment des flics, mais c'est deux gars qui font une investigation. Mais tu vois, moi, je les considère pas vraiment dans un buddy cop movie. Je trouve Mais que parce qu'ils sont plus récents, ils sont beaucoup plus récents, Ouais, donc ils sont moins dans la vibe, etc. Ouais. Et Russell Crowe, l'autre? Russell Crowe, ouais. Oui, je crois. Tout à fait. Très très bon. Alors, on va aller vers des choses un peu Les plus bons gars. complexes potentiellement, mais les bons gars, déjà, moi, ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai trouvé. Allez, ça va être assez simple. Heure limite, je pense que là-dessus, tu vas sauter hyper vite, Rush Hour Cyril. Voilà, Rush Hour, effectivement, avec Jackie Chan et En Chris fait, c'est un Tucker. peu de la triche parce que j'ai juste heure dedans. Et puis, vu que Mauvais Garçon, je me suis dit, bon, ils font simple. À chaque fois que je vois un mot qui colle. Ouais, Bah oui. C'est vraiment la traduction de base. On va attaquer les plus compliqués maintenant. Oula là. Alors, les renforts. Les renforts. Ouais, les renforts.
Je suis censé trouver là. Je peux te donner le titre original qui sont The Other Guys. Les renforts. C'est Very Bad Cops. Oui, c'est Very Bad Cops. Sérieux? Ok, d'accord, super. Dans l'idée, effectivement, The Other Guys, donc c'est ceux qu'on appelle dans le cas où il y a personne d'autre de dispo. Et donc du coup, les renforts, c'était ça qu'ils ont voulu transmettre dedans. Mais il y a une de mes scènes préférées, la scène de Dwayne Johnson et de Samuel Jackson. En fait, toute cette mise en scène de ces super... Enfin, je vais pas spoiler parce que j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas vu. Et c'est 100% Fever Town. Mais ouais, clairement, cette scène sur le toit là, c'est juste légendaire. Et j'avais complètement oublié jusqu'à l'existence de ce film, jusqu'à ce que je le retrouve et que je me dise mais oui. Oula. Et voilà, il est tellement drôle ce film, je vous conseille d'aller le voir quand même. Alors, on va être sur les deux plus compliqués maintenant. Drôle de blonde. Drôle de blonde. Tu l'as? J'ai pas moi, dis-moi. C'est Si je te FBI dis fausse blonde FBI. infiltrée. Ah ouais. Ok. Je l'ai revu il y a pas longtemps. J'avoue. Ah moi je l'ai revu, je crois que je l'ai pas revu et je l'ai, tu vois, je l'ai même pas mis dans ma liste de films que je devais regarder de A à Z pour travailler autour du lore et de la conception d'un buddy cop movie pour Fever Town. Mais je l'ai vu très jeune, je me souviens. Et ouais, je trouve que c'est plus proche d'un scary movie presque Oui, que d'un clairement. buddy cop movie. Bah, Mais d'ailleurs, il y a pas de les Wayans à la prod. Ouais, donc, c'est ça, c'est les Wayans, ouais. Mais c'est bon, c'est du très très débile, hein, de toute façon. Ouais, clairement. Fausse blonde infiltrée. Allez, le dernier, ça va être le plus compliqué. Sorti en 2007, ça peut vous donner un indice. Et ça s'appelle au Québec Super Flic. Alors en 2007, c'est pas 21 Jump Street ou quelque chose comme ça? Non, puisque 21 Jump Street s'appelle 21 Jump Street aussi au Québec. Ah, Donc, ils ont pas osé. Non. Alors, redis-moi le nom. Super Flic. Super Flic. Ça n'a rien à voir avec comment ça s'appelle en français. Top Cops avec Bruce Willis. Non, c'est pas Top Cops. C'est, on va dire, quasi plus petit budget, on va dire, que Top Cops, à mon sens. Et ça fait partie d'une trilogie qui n'a rien à voir avec du buddy cop movie. Quoi? Ouais. Ah, j'ai. Ah, mais dis donc, Basile, toi, t'es une machine en fait là. Ah, il a des refs, hein, Basile. C'est quoi cette histoire là? C'est toi qui devrais écrire le jeu en fait. Alors, autant, je vais te préciser, c'est un buddy cop movie, si tu veux. mais de loser. C'est pas américain. C'est pas. Alors là. Si j'ai bien trouvé, c'est pas américain. Ah, c'est ouais, britannique, ouais, américano-britannique. Ah, Hot Fuzz. Oui, Hot Fuzz. Ah purée. Bah oui, non mais si tu me dis britannique. Quand t'as dit que c'était une trilogie pas de flics, c'est là où j'ai. Ah ouais. Alors Hot Fuzz pour le coup, vrai ref est très 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 cool. Et puis de toute façon, Edgar Wright, tout ce qu'il fait, c'est trop bien. Donc voilà, donc c'était le petit jeu pour se lancer un peu dedans. Donc vous vous amuserez à aller voir les titres québécois, hein, systématiquement de films, à chaque fois il y a de quoi s'amuser. Mais on va pouvoir s'attaquer maintenant à véritablement parler de Fever Town. Et de notre côté, alors nous, tu sais, on est des créatifs, hein, tu sais, donc on s'intéresse à la fibre créative. Et on se posait la question de quel avait été le processus créatif qui avait amené à la création de Fever Town, d'où est venue l'idée et quelle a été pour toi la suite logique en fait dans la création de Fever Town entre l'idée initiale puis les mécaniques que tu mets en place, etc. Bien sûr. Alors, il faut savoir que Fever Town va prendre vie et va naître dans la disparition d'un premier projet de créatif de jeu de rôle qui n'avait absolument rien à voir. En fait, pour faire simple, avec le co-auteur, hein, Johan, on a toujours eu l'envie et le désir de créer.
Et on voulait absolument créer un jeu de rôle. C'est quelque chose qui nous animait dans notre vie privée, au quotidien, quelque chose que vous pouvez comprendre tous les deux, j'imagine. Bien Et, sûr. et donc, on s'amusait. Puis, on s'était évidemment posé la question du pourquoi pas en faire quelque chose, un vrai support, pour pouvoir le partager à nos potes, pour l'avoir nous dans notre bibliothèque. Et ce jeu s'appelait Death Frost. C'était un jeu de survie et de voyage dans un univers glacé, très proche de Frostpunk et compagnie. Et puis, il y a un jeu qui est sorti, qui s'appelle Polescar, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, tout à fait. qui est extrêmement proche de la conception et l'idée même de notre jeu. Et ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. On s'est dit, bon, bah, ça sert à rien, quoi. Autant jouer à Polescar si on veut jouer à ça, c'est un peu dommage. Et puis moi, depuis toujours, j'avais cette ambition et cette envie de faire du buddy cop movie en jeu de rôle. Et j'avais pas vraiment trouvé de jeu qui le permettait de le faire, ou du moins, il fallait que je torde un système ou une mécanique de jeu. J'avais pas vraiment de jeu référence pour faire du buddy cop movie. Et j'avais déjà le nom à l'époque. Et j'ai tout simplement dit à Johan, si je te parle d'un jeu qui s'appelle Fever Town. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler autour de ce projet. Faut savoir que nous, on est des adeptes de séjours de jeux de rôle où on part faire de l'écriture pendant 3-4 jours. On joue, on écrit, on joue, on construit, on joue, on écrit. Et c'est ainsi que notre tout premier séjour, c'était, je crois qu'on devait faire un séjour Death Frost. Et la veille, la sortie de Polescar, et on s'est retrouvés 4 jours dans notre vieille baraque au fin fond du 91 à se dire, oh putain, on fait quoi? Puis c'est comme ça que naît Fever Town. Ok, d'accord. Donc, De hasard, du coup, quand même. Le hasard, Ouais. le pur hasard. Et puis je pense que ça a été l'un des meilleurs choix parce que pour créer un jeu de rôle et pour faire du jeu de rôle, j'estime que commencer avec un projet qui est simple, avec des mécaniques évidentes, faciles à partager, faciles à construire, tu vois, des mécaniques de jeu qui vont pas nous demander de tout planifier, de tout comprendre en détail. Je trouve que dans une mécanique créative, c'est tout de même vachement plus simple. Et donc, on était très, très contents de travailler autour de Fever Town et que ça soit notre tout premier jeu de rôle, quoi, finalement. Mais quelque part, tu te dis, au final, alors c'est vrai que l'aspect un peu Frostpunk, tout ça, moi j'avais vu le jeu, ça m'avait beaucoup attiré aussi. Mais je pense qu'avec un body cop movie et le côté un peu pulp que t'as avec, tu Ouais. touches plus facilement du monde aussi. Donc c'est Bien sûr, pour un très premier clairement. jeu en fait à proposer, c'est génial. Mais oui, et puis Frostpunk, cet équivalent de Frostpunk n'aurait absolument pas marché parce que c'était déjà beaucoup trop sérieux. Et puis nous, c'était tiré on faisait beaucoup de bushcraft et de rando et on avait envie de transmettre un peu ce truc là-dedans. Mais c'est sûr que quand on compare les parties et les playtests, parce qu'on avait fait des playtests pour Death Frost, entre les playtests qu'on avait fait pour Death Frost et Fever Town, ça n'a rien à voir. Dès l'instant où on a commencé à jouer à Fever Town, que ce soit avec nos proches, avec nos amis, il y a eu une espèce d'engouement. On a tout de suite su qu'on avait mis le pied dans quelque chose de formidable. Et même nous, on est dans une mécanique créative où on avait des fois juste envie de jouer à Fever Town, tu vois. On n'avait pas envie de jouer à un autre jeu de rôle. C'était vraiment ça qui nous faisait kiffer. Et c'est là qu'on a su que c'était un jeu qu'il fallait faire et qu'il aurait sa place, son public, et ça devenait presque de notoriété publique, tu vois. Il fallait que ça existe, quoi. Et que ça sorte quoi. C'est ça. Mais du coup, Est-ce que- pardon, Basile, vas-y. Est-ce que c'est un peu parce que vous avez envie de relancer quelque chose vite que tu as décidé de faire un système léger ou c'est de toute façon ce que t'aimes? Alors, je pense que j'ai toujours su au fond de moi que je sortirais Fever Town à un moment ou à un autre parce que c'est quelque chose qui. Je te dis, j'avais déjà le nom, donc c'était quelque chose qui m'animait dans un coin de ma tête. Et puis, au début, quand on a construit le jeu, on n'avait pas forcément de système de jeu. Et on s'est plongé dans cette mécanique de qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment est-ce qu'il va se jouer, quel intérêt il aurait de pratiquer ce jeu de rôle de telle ou telle façon. D'ailleurs, il a eu une très longue période, une très longue durée de vie dans un système très proche du Year Engine, avec du D6 pendant très longtemps. D'ailleurs, le tout premier actual play que vous pouvez trouver de Fever Town sur ma chaîne, on joue avec des D6.
On joue avec un système de Dear Engine. Et alors pour ceux qui connaissent pas le Dear Engine, c'est vraiment Alien, Tales from the Loop. C'est tous les jeux qui sont réalisés par Free League de manière générale. Et puis ensuite, c'est avec le recul, on s'est dit non, en fait, il faut aller vraiment chercher encore plus simple. Il n'y a pas besoin d'avoir autant il nous faut un système de jeu vraiment simple, pas quelque chose de simpliste pour que ça soit pas non plus débile, tu vois, mais quelque chose de vraiment simple, efficace, avec un système de réussite critique et d'échec critique qui pour moi est ultra intéressant dans un jeu pulp comme celui-là. Ouais. Et puis ensuite, le D20 est apparu un peu comme une évidence parce que, premièrement, j'adore le ratio échec critique, réussite critique sur le D20. Je trouve que c'est assez régulier, c'est efficace. Et puis aussi que, évidemment, d'un point de vue marketing, le D20, Ouais, c'est plus ça reste facile. quand même le dé du rôliste, tu vois. C'est celui qui, quand tu sors un D20 à quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle, il a toujours ce réflexe de faire oh, waouh. Tu sais, ce petit truc de se dire oh, trop Ça bien, qu'est-ce fonctionne que c'est. toujours. Voilà, donc on s'était dit, c'est quand même 2 arguments qui fait qu'on va jouer avec un des 20, quoi. Ouais. Est-ce que du coup tu peux, parce on l'a un peu évoqué, mais est-ce que tu peux quand même nous présenter le système, nous dire Avec comment grande joie. il fonctionne? Ce que j'adore dire, c'est que quand tu joues à Fever Town, et c'est pour ça que c'est un jeu qui est idéal pour d'initiation, ou alors quand c'est un jeu qui est pour faire une partie qui est pas préparée, c'est que le système de jeu, il est extrêmement rapide à comprendre. Je vais vous l'expliquer en moins de 2 minutes. On a un des 20 avec un seuil de réussite. Si vous faites 10 ou plus, vous avez réussi votre action. Si vous faites 9 ou moins, c'est un échec. Le 20 est une réussite critique. Le 1 est un échec critique. Et c'est comme ça qu'on joue. Mécaniquement, votre personnage, s'il a des atouts qui lui permettent d'être meilleur dans une compétence ou dans une action, il a avantage. Si cet atout rentre dans l'action qu'on décrit, il a avantage. C'est aussi simple que ça. Et si jamais vous avez un point faible et que ce point faible est mis en évidence dans l'action, vous avez des avantages. Et ensuite, il existe une mécanique de jeu, et ça, c'est encore une fois, on la voit souvent en jouant. Il y a les contextes bénéfiques et les contextes chaotiques qui vont tout simplement faire des variables sur le seuil de réussite. Et c'est tout. C'est-à-dire que si on est dans un contexte chaotique, ta réussite, elle est qu'à partir de 12. Et si dans un contexte bénéfique, ta réussite est à partir de 8. C'est tout. Ok, d'accord. Effectivement, très simple. Ouais, très très simple. Donc c'est vraiment et puis même si quelqu'un qui n'a jamais joué au début, il va se dire: «Attends quoi? Seuil de réussite et cetera, je comprends pas trop». Il reste concentré au début sur 10 ou plus, c'est réussi, 9 ou moins, c'est échoué. À force de jouer, il comprend. Ça va très vite. C'est comme sur son bulletin scolaire quand il était gamin. Et du coup, alors, est-ce que tu as aussi des mécaniques narratives qui viennent s'ajouter à ça dans le... Bien sûr. Alors, ça c'est ce que je dis, c'est qu'en gros, on est dans un jeu qui est simple, mais on n'est pas simpliste dans le sens où on a des mécaniques de jeu qui vont pousser un petit peu la pratique et qui vont vous permettre de mieux maîtriser le système, de mieux l'adapter à certaines situations. Alors, premièrement, le système d'initiative est basé sur la narration first, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative fixe comme on en a dans plein de jeux, ce qui permet de faire des attaques combinées, ce qui permet de... Ça peut se rapprocher un peu de ce qu'on a pu voir dans Dagger Hearts, c'est-à-dire que le jeu va pouvoir se dérouler un peu au feeling, concrètement, ou alors le maître du jeu peut se décider chef d'orchestre et donner le tour de jeu en fonction de la situation. Et donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'on a une mécanique de jet de défi qui permet, dans des contextes où justement une réussite ou un échec devient un peu trop difficile à départager, comme une course, un sprint, un bras de fer, un concours de danse, n'importe quoi, où effectivement il faudrait une succession de réussites pour y arriver. On fixe en fait un seuil au jet de défi, et c'est le premier qui arrive à ce seuil qui arrive. Donc par exemple, si on définit qu'une course-poursuite elle est jusqu'à 40, eh ben, en lançant le dé, on accumule les résultats, et c'est celui qui arrivera à 40 qui sera le plus rapide, ce qui permet un peu de variable, de rendre plus efficaces les avantages, etc., etc. Ok. Et puis évidemment, on a une mécanique de jeu sur les tirs de couverture et sur les tirs de manière générale. Mais pareil, c'est extrêmement simpliste. Si vous êtes soumis à un tir de couverture, en fait,
si on vous tire dessus, vous êtes derrière une voiture de flic. Lorsque vous tentez d'agir, si vous faites le choix d'agir et de sortir de vos couverts, si vous ratez votre action, vous prenez une balle. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Efficace. Voilà. Un petit système de points de vie, du coup, quand on Oui. se prend des bastos et des... Système de points de vie très proche du jeu vidéo. On a des points de vie qui peuvent aller de 12 à 20 à 24 points de vie. Goldie, il y a ton concert qui est reparti Ouais, il en... remonte pardon. le son. C'est bizarre. En fait, je crois que c'est- le son. Je crois que c'est à chaque Changeons de nouvelle musique. musique, je crois. Ouais. Ouais. Je crois que quand ça crois change de musique, ça nous en renvoie plein les oreilles chez lui. Pourtant, je vous ai... Ah ouais, bah alors attendez, je vais Mais régler c'est pas ça. grave, hein, écoute, Vas-y, nous continue, on aime continue, l'ambiance. je Ça fait vais plaisir. régler ça. Ouais, où est-ce que j'en étais? Ah oui, Les les points de vie. Donc très basique. On a un système de points de vie très classique. Avec des armes avec un seuil de dégâts fixe. Et puis, si on arrive à 4 points de vie ou moins, on a des avantages à tous nos jets. Voilà. C'est tout. Aussi simple que ça. Ok. Ouais, pour quand même laisser possibilité de prendre un peu de risque, parce que ça reste le sel du... Bien sûr. D'ailleurs, moi, pas dans le réalisme tout c'est much ça. non plus, quoi. J'aime bien ce côté. En fait, moi, ce que j'aime bien dans Fever Town, et souvent c'est ce que j'expose quand je joue. Alors, bien entendu, c'est comme tous les jeux de rôle du monde. C'est pas parce que moi je joue de cette façon qu'il faut absolument le jouer comme ça. Chacun peut en faire ce qu'il veut. C'est un peu la force, et c'est une des premières choses qu'on dit quand vous ouvrez ce kit découverte. Mais moi, j'aime bien avoir ce côté un peu Tarantino, dans le sens où ça peut. Nous, on va jouer un buddy cop movie. Mais il y a un moment donné, quand ça part, quoi. Tu peux avoir beaucoup de sang, beaucoup de dégâts, où tu te dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je trouve ça très, très cool parce que, typiquement, si on n'a aucun atout qui nous donne des points de vie supplémentaires, on a 12 points de vie. Et si on n'a pas de gilet par balle, une balle, elle en fait 8, quoi. Ah oui. Donc tu te dis, Ouais, je ça viens de me reste- prendre une balle, quoi, je vais crever. Donc, ça va très vite. Et alors du coup, un buddy cop movie, c'est quand même un film où souvent il y a de la loose aussi, hein. Il y a Ah oui. pas que de la réussite. Comment est-ce que tu émules ça dans ton système? Est-ce que tu as quelque chose qui encourage véritablement le play to lose? Alors, là, évidemment, elle va se transposer que par le biais des personnages prétirés qui sont mis à disposition dans le kit découverte. Mais en réalité, lorsque le livre de base sortira et sera en financement l'année prochaine, c'est dans la conception de personnages qu'on saisit un peu l'intérêt du Play to Lose et sa conception, dans le sens où déjà, pour avoir un atout supplémentaire, il faut prendre un point faible. Et les points faibles sont vraiment orientés souvent comédie, décalés, et ils nous incitent à vouloir des points faibles, en fait. Moi, je donne bien l'anecdote de Max qui, dès l'instant où il a joué à Fever Town pour la première fois, la première chose qu'il m'a dit, mais mec, je crois que je veux pas 2 atouts, je veux 2 points faibles. Parce que, en fait, ça crée du jeu très sympathique. On va avoir ça peut partir du malade en transport à technophobe, à tout ce que tu veux. Enfin, il y a énormément de possibilités. Quand on a un buddy cop movie, on se définit souvent par nos défauts plus qu'autre chose. Donc, je pense que c'est vraiment par la conception de personnage que ça se traduit le plus le play to lose. Okay. Et puis, globalement, en réalité, ça reste un jeu quand même où on gagne beaucoup. De toute façon, on le voyait au système de jeu. De base, sans avoir de spécialité et sans avoir d'atout, on a 55% de chances de réussite sur un jeu. Ce qui est déjà une belle statistique, surtout si on n'a jamais fait de médecine, tu vois. donc bon, on est quand même dans un jeu où on gagne. Et puis, il y a une phrase que je dis toujours à mes joueurs. Dans Fever Town, on a plus de chances de perdre son personnage par une mise à pied du commissaire que par une balle. Du coup, ça demande quand même un peu que ce soit... ça s'adresse aux MJ, on va dire comme nous trois, qui aiment cette philosophie-là. Parce que sinon, si t'es un MJ un peu, on va dire, à l'ancienne, un peu con contre les joueurs, alors là, clairement, c'est pas le non, mais jeu. Alors, de base, faut honnêtement, moi, j'ai envie de dire enfin, si vous voulez un jeu de flic très sérieux, punitif et qui va pas vers du play to lose, il y a que ça aujourd'hui, des jeux de flic. Il y a aucun. Enfin, je veux dire, ce serait vraiment trop bizarre de se dire, moi, je vais pledger Fever Town, mais j'ai envie de faire du très sérieux là-dedans. Ça n'aurait aucun sens. donc, évidemment, si vous voulez jouer du très sérieux, vous achetez la super boîte des encagés chez les 12 singes, là, et puis vous jouez tous des flics dépressifs.
avec des recherches d'indices méga codifiées, avec des recherches Voilà. ADN où tu comptes le nombre de jours pour les attendre. Et puis là, tu joues à un vrai jeu de flic, quoi. Là, Si Fever vous Town, c'est aimez mettre les bagnoles dans les vitrines des vidéoclubs, bah, là, vous prenez. exactement. Exactement. Mais je Et pense puis, que de on- toute façon, c'est annoncé dans le titre et dans Mais ce oui, qu'est mais Fever oui. Town. Dans la DA, hein, rien que Bien sûr. le visuel. T'y Moi, vas, évidemment. t'y vas parce que D'ailleurs- t'as envie d'être fan du film que tu vas regarder enfin que tu vas écrire avec tes potes quoi, autour de la table. Bien sûr. Le visuel m'amène d'ailleurs à une question. Pourquoi les nunchaku? Ah ah mais super, super Basile. Eh, tu serais pas un professionnel de Twitch ou quoi? En fait, c'est une uchronie, Fever Town, parce que tous ceux qui aiment les buddy cop movies, je vous invite à les re-regarder maintenant que vous avez bien vieilli, de regarder des films comme Police Academy ou Le flic de Beverly Hills, juste ça, tu vois, et de se prendre un peu une claque générationnelle, de se dire, eh purée, à l'époque, on était quand même méga permissif, tu vois. Et en fait, moi, les années 80, c'est une époque qui est juste idéale pour le jeu de rôle parce que le joueur fait tout. Il va investiguer sur le terrain, il n'y a pas Internet, le Il y a système pas ADN de est méga limité. smartphone, Il fait tout. Il est obligé de tout faire. Il est obligé de se déplacer partout. Tu vois, son seul atout de communication, c'est la CB, tu vois. Donc, il veut téléphoner, il faut une cabine. On n'a pas les numéros de tout le monde. Enfin, c'est un jeu qui pousse à jouer, en fait. Donc ça, c'était pour nous indéniable de se dire, bon, il nous faut les années 80 parce que, un, c'est cool et parce que, deux, c'est bien pour jouer. Mais les années 80, elles sont ultra problématiques, surtout aux États-Unis, pour plein de raisons. Ce qui fait qu'on s'est dit, en fait, on va faire une uchronie et on va virer tout ce qui est problématique dans les années 80 et nous faire notre propre timeline de nos années 80 de Fever Town. Et ça a été la meilleure idée parce que c'est ce qui nous a permis de faire plein d'embranchements totalement différents. Et les nunchaku, mon cher Basile, figure-toi que il y a un flic du comté de Colorado qui est arrivé au comté de Los Angeles, qui s'appelle le sergent instructeur Orcutt de la police du comté de Colorado, qui est venu et qui a dit, les gars, c'est dans la vraie vie ça, hein, c'est véridique. Hein. Il a dit, les gars, le tonfa c'est super, mais moi je pense que le nunchaku c'est vraiment mieux. Et vu que c'est des Américains et qu'ils sont complètement teubés, les gars ont dit, mais super idée, on va tester. On va tester. Et il y a eu une vraie brigade américaine de mecs qui sont patrouillés avec des nunchaku dans le comté de Los Angeles. Évidemment que ça n'a pas marché, sans blague. C'est un peu plus Ils compliqué savaient pas à les utiliser. utiliser, ils ont pas été formés, j'imagine. J'imagine qu'ils ont été formés, ça reste un nunchaku. Et même s'ils avaient des variables, hein, le fil c'était pas une chaîne, c'était un câble en nylon pour bloquer les poignets, mais ils ont brisé les poignets des mecs qu'ils arrêtaient. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, évidemment, ça a été un fiasco Violence total. policière. Voilà, ça a été un fiasco total. Mais nous, on a trouvé cette idée tellement ridicule, mais tellement drôle, qu'on en a fait un embranchement où on s'est dit, mais en fait, dans notre univers, nous, ça a méga marché. Et le nunchaku est devenu l'arme légale, l'arme référence du flic, tu vois. Trop bien. Et donc, J'adore. c'est comme ça. Et puis, de toute façon, on a fait l'embranchement. Nous, notre uchronie, elle démarre dès 1945. En fait, Harry Truman, il n'a jamais été président. C'était son rival démocrate qui était ultra progressiste, qui avait une vraie vision des Afro-Américains et tout, qui a été élu à sa place. Et lui, en gros, il a fait une vraie politique de paix, etc. Il n'y a pas eu la guerre froide. On a eu 2 mandats de Kennedy. Donc, en fait, dans Fever Town, être un Afro-Américain sur un poste à pouvoir, ça choque personne. Une femme inspectrice de police, ça choque personne. En fait, être homosexuel, ça choque personne. En fait, l'idée, c'est de faire abstraction de tout ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut à cause de la cohérence de notre univers pour pouvoir jouer et faire ce qu'on veut, en fait. Voilà. Donc en fait, t'as une vraie écriture de ton univers qui a été faite, qui vient servir le propos et la volonté justement de pouvoir être permissif et d'autoriser tous les possibles en fait dans ton jeu. Et ça m'amène à une remarque, vous direz dans le chat si vous êtes d'accord ou pas. Les années 80, mais quelle formidable période pour le jeu de rôle de manière générale en fait. Je suis totalement d'accord. Et puis voilà. Et puis je trouve que c'est une période qui est un vrai outil de jeu finalement, parce que ce qu'on aime un peu quand on joue à un Cthulhu un peu classique 1920 et qu'on fait de l'investigation, c'est que tous galérer. nos codes ils sont un peu
on est obligé de repenser l'investigation parce qu'on n'a pas tous les outils de notre quotidien, tu vois. Là, aujourd'hui, on se dit, si demain on devait faire un jeu de rôle en 2026, entre tous les trucs ADN, les caméras de surveillance partout, maintenant, à l'IA, maintenant, là, je peux te dire qu'on se ferait bien chier en jeu de rôle. Bah, c'est déjà, l'immédiateté qui Le smartphone, vient. ça tue, le smartphone, oui, ça tue le jeu. C'est quoi. ça. Je suis totalement C'est d'accord. l'immédiateté en fait qui vient casser l'intérêt Totalement. et tout le sel du jeu que tu peux avoir à aller chercher, à creuser une piste, Ouais. à simplement t'investir en fait, parce que tu peux Totalement. avoir tout très simplement directement sur le téléphone. Bon, on est des vieux cons qui sommes en train de râler sur l'époque avant. actuelle en disant que c'était mieux avant. Mais bon, Ouais, et puis moi, j'ai fait jouer. nous tu avons vois, plus mon de petit 30 frère. ans, excusez-nous. Mon petit frère, il a 19 ans, tu vois. Puis c'est vrai que quand il joue à un jeu, c'est le seul moyen de se transposer un peu dans les années 80 réellement, tu vois, de prendre conscience de ce que c'était un monde sans tout ça, c'est le jeu de rôle, tu vois. Et quand il joue à un jeu de rôle dans les années 80, il se dit, ah ouais, il a toujours des moments des petits moments de bug où il se dit, ah quoi, ah mais je vais faire quoi là. C'est Ouais. très très drôle à voir. Je veux donc, appeler machin. Ok, tu connais son numéro par cœur. c'est exactement Mais ça. pourquoi je l'ai dans mon. Ah non, tu l'as pas dans ton repère. Tu vois, et puis c'est trop cool. Donc, Cherche dans l'annuaire. c'est ça. Je connais encore des numéros par cœur de mes potes de primaire et de collège, du fixe de leurs Waouh. parents. Mais c'est parce que connais tu es encore extrêmement deux. intelligent, Basile. Pas Ouais. nous. Non, Oh, j'ai cru que Ou t'allais alors, dire qu'il était je les- extrêmement vieux. je les ai peut-être un peu trop appelés, je sais pas. Ah, moi, je me rappelle uniquement le seul numéro de téléphone fixe dont je me souviens parfaitement, c'est le numéro de téléphone de mes parents. C'est le seul que j'ai. Parce que je l'ai donné tellement de fois aux copains en disant appelez-moi. Ouais. Moi, je pense que le seul numéro de fixe que je connais, c'est aucun. Voilà. Je crois que le mien, là, je m'en souviens même plus. Je crois qu'il y Dans avait un les- 74 au début. Terrible. Dans les actual plays que j'ai vus, quand tu as 4 joueurs, par exemple, Ouais. en fait, tu as 2 binômes. Est-ce que c'est une recommandation que tu ferais d'une manière générale pour avoir l'esprit buddy movie, de faire, si Ouais. tu as 4 joueurs, 2 binômes, si tu en as 6, d'en faire 3? J'ai déjà. Alors, ça dépend vraiment aussi du scénar, en vrai. Il y a des scénars où, s'ils sont sur le fait accompli de quelque chose, tu peux faire 4 flics qui n'ont rien à voir, qui se retrouvent et ça marche très, très bien. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand on leur donne une mission, quand ils sont appelés à faire quelque chose, bah, c'est de créer des 2 binômes. Et si je peux, j'essaye de faire des binômes que tout oppose, parce que c'est vraiment ça le buddy cop movie. Et puis, c'est toujours ça qui est très drôle avec des méthodes policières qui sont totalement différentes. C'est toujours ça qui est très, très drôle, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et puis ça marche bien. Les dynamiques, ça s'envoie, tu vois, des pains du côté de la table à l'autre, avec des méthodes qui vont, tu vois, ils trouvent toujours en place et c'est toujours très très cool. Donc moi, c'est quelque chose que je recommande. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose que je recommande. Et puis je recommande aussi le no cops. Je trouve ça toujours cool de mettre dans l'eau un mec qui est pas flic. Si on a l'opportunité, tu vois, c'est toujours très marrant de L'indique ou exactement l'indique, un mec qui est lié à l'enquête, un témoin, un consultant, un journaliste, ce que vous voulez. C'est toujours très très marrant d'avoir un personnage qui, alors surtout si le joueur aime le play to lose, parce qu'il y a cette notion où il est pas flic, donc il est sous la tutelle des flics. Et ça, c'est très très drôle, parce de se que faire d'un bully côté, en permanence, quoi. c'est ça. D'un côté, il se fait bully en permanence, mais d'un côté, s'il lui arrive quelque chose, ils sont tous cuits, tu vois. Donc c'est assez cool à jouer. Et du coup, est-ce que dans cette logique de buddy et d'avoir des cops et des no-cops, est-ce qu'il y a une limite dans le nombre de joueurs que tu recommandes ou un minimum de joueurs que tu recommandes pour jouer à Fever Town? Moi, honnêtement, je trouve qu'à plus de 5 joueurs, on commence à être c'est se mettre un peu en difficulté, je pense. D'un point de vue scénaristique, d'un point de vue rythme, d'un point de vue tout ça, c'est quand même un jeu qui est... Ça marche très bien, 5, hein. 5, ça fonctionne très bien, mais on rentre quand même dans une... Voilà, ça commence à être un peu lourd, même au niveau compréhension, même au niveau cohérence de l'histoire. Pourquoi est-ce que 5 inspecteurs bosseraient sur la même chose, etc. Ou alors même 2 binômes et un no-cops, ça passe encore. Mais dès qu'on passe à 6 joueurs, je trouve qu'on perd vraiment en sens. Vous pouvez avoir une espèce de campagne où vous avez
un binôme, vous jouez avec eux d'abord, un autre binôme, vous jouez avec eux d'abord, puis un troisième binôme, puis un jour, vous les réunissez tous les 6. Et là, vous avez une raison logique pour faire Mm. tout ça. Mais moi, c'est quand même quelque chose que je déconseille. Moi, je trouve que 4 ou 5, c'est super. Et puis, attention, ne sous-estimez pas la force et l'intérêt de jouer juste à 2 joueurs et un MJ, donc à 3. Parce que vous allez voir, moi c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Dans beaucoup de jeux de rôle auxquels je joue, quand on n'est que 3, j'ai toujours ce petit sentiment qu'il manque quelque chose, tu vois. Quand tu joues à Donjons et Dragons, clairement, tu te dis même, ah, mais ça n'a même pas de sens de jouer. Tu as l'impression que ça sert à rien de jouer presque. Tu te dis, ouais, mais il me manque la classe qui fait ça, le mec qui fait ça. Mm. Dans un combat, c'est chiant, limite, tu vois. Quand tu joues à Cyberpunk, c'est pareil. Tu es obligé de contacter 656 000 PNJ parce que tu peux rien faire tout seul. Tu as toujours un peu cet handicap du gameplay. Alors que là, quand tu joues à Fever Town à juste 2 joueurs, tu vraiment aucun manque. Tu as l'impression que la partie, elle s'est déroulée comme elle devait se passer. Tu t'es jamais dit à un moment donné, ah purée, ça aurait été trop bien si on était 3 ou 4. Non, tu as kiffé, tu as eu ton buddy cop movie, on était 3 autour de la table et ça a fonctionné du feu de Dieu, tu vois. Et moi, donc, je vous invite à ne pas hésiter à le faire. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est pas un jeu qui va remplacer vos campagnes régulières. C'est pas un jeu qui va remplacer Donjons et Dragons, Monster of the Week, votre campagne Vampire la Mascarade ou votre Cthulhu. Par contre, quand vous avez 2 jeux absents sur votre session mensuelle ou hebdomadaire, là, vous serez content de l'avoir. Ça va vous permettre de faire un vrai jeu de rôle, vous amuser, vous éclater, et puis pas de regrets, quoi. Donc du coup, donc t'as parlé quand même de campagne, mais pour toi, c'est un jeu qui prend plus son sens sur du one-shot ou vraiment tu penses que de la campagne, c'est le cœur du jeu? Là, au vu de l'allure et au vu de la vitesse à laquelle ce financement prend vie, il y a des chances qu'on s'approche progressivement d'une espèce de mini-campagne, parce qu'on va peut-être débloquer le pré-scénario de la Thunder Wave, qui est déjà un sacré gros morceau. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, je pense, clairement, un scénar qui pourra se jouer en 2-3 sessions, indépendamment de la durée de vos sessions. Et donc, on est déjà sur de la mini-campagne, tu vois. Et moi, je trouve que on prend beaucoup de plaisir à le faire en one shot. C'est idéal, c'est adapté, mais le format campagne marche aussi. Et pour tout ce qui est campagne un peu longue, si vous avez envie de faire du jeu de rôle qui dure ou de vous projeter sur vraiment plusieurs mois, moi, ce que j'adore faire, c'est pas faire évoluer vos flics en compétences, mais c'est plutôt les faire évoluer en vie quotidienne, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que la conception de l'histoire de Bad Boys, par exemple, tout bêtement, c'est trop cool. Parce qu'en gros, ils sont toujours aussi forts. Il n'y en a aucun qui est devenu champion de karaté entre 2 films. Non, c'est les mêmes. Ils évoluent pas, ils ont leur même spécialité. Par contre, dans leur vie quotidienne, il y a des choses qui se chamboulent, tu vois. Et je trouve ça cool que le premier scénar, c'est votre toute première enquête. Le deuxième, c'est ce qui va vous faire devenir méga célèbre. La troisième, vous êtes à l'apogée, c'est le début du déclin. Et puis, vous êtes père de famille, il y en a un qui est marié, etc. Et puis, la quatrième enquête, eh ben, vous êtes au bord de la retraite, tu vois. Et ça, je trouve ça trop cool, tu vois. Dans Bad Boys, le seul qui change, c'est le petit copain de la fille de Marcus. Dans le dernier, qui devient... Je sais pas si vous avez vu Bad Boys for Life. Oui, si, j'ai vu. Mais Il faut voir juste pour ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, enfin moi, comment je l'ai compris, c'est qu'il a toujours été super fort. C'est juste qu'on l'a jamais inspecté. On a une question dans le chat qui est intéressante sur le sujet effectivement. Comment toi tu places la question quand même des violences policières de la vraie vie dans ton jeu? Bien sûr. Alors, tu sais, c'est des questions qui reviennent parce qu'évidemment, la police, ça fait vachement moins fictif que des génocides dans Donjons et Dragons, tu vois. Mais, mais globalement, moi, je trouve qu'il y a totalement la possibilité de traiter n'importe quel sujet par le biais de l'humour ou par le biais de la fiction. Je trouve que, pour nommer qu'une seule série, tu vois, je trouve que Brooklyn Nine-Nine le fait très très bien. C'est de la comédie policière, Brooklyn Nine-Nine, et pourtant ils arrivent à en faire quelque chose de cohérent, drôle, sympathique. Donc on a les outils humoristiques pour en faire quelque chose de bien. C'est sûr qu'on peut jouer à Fever Town et enchaîner dérapage sur dérapage, et au bout d'un moment donné mettre quelqu'un mal à l'aise en se disant mais en fait c'est quoi, on est des flics, on est content de taper sur des gens. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui doit être géré
en session zéro, avec parcimonie, avec réflexion, et puis surtout avec un débat ouvert autour de la table sur est-ce qu'on est tous OK pour ci ou pour ça. Mais j'ai envie de dire, comme dans absolument tous les jeux de rôle, en Ouais. fait, dès l'instant où on est amené à faire de la fiction et qu'on a de l'imaginaire à l'infini, il faut toujours se poser des questions de jusqu'où est notre limite et qu'est-ce qu'on veut voir autour de notre table. Donc, évidemment, Fever Town est soumis à cette règle lui aussi. Il n'en fait pas l'exception. Il doit lui aussi être régulé, questionné, bien géré. Et puis voilà, tout simplement. C'est la logique des contre-pouvoirs dans un jeu de rôle. Je pense qu'effectivement, si tu joues simplement des flics qui ont tout pouvoir et qui peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent, tu peux ouvrir la porte à des comportements problématiques. Mais si, comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a des menaces de mise à pied, d'aller faire la circulation, etc. Au final, c'est un peu des moyens de justement jouer sur ces contre-pouvoirs, j'imagine. Dans Monster of the Week ou Cthulhu ou n'importe quel jeu horrifique, on a un contrat tacite entre tous les joueurs et le MJ autour de la table. C'est, écoutez, vous allez être confronté à un monstre, un truc paranormal, à quelque chose qui va pas, est effrayant et donne forcément tous les trigger warnings de n'y allez pas, les gars, c'est super dangereux. Mais le contrat de jeu, c'est on y va parce que c'est le but. Parce que si personne ne va vers l'intrigue, on joue pas et il n'y a pas de jeu de rôle. Ça n'a pas de sens. Donc, les investigateurs sont toujours curieux de connaître le mystère ou alors d'aller le résoudre. Eh bien, moi, là, nous, quand on vous l'explique dans le kit découverte, on a pareil, dans Fever Town, on a une règle absolue. Quelles que soient vos parties, quel que soit votre style de jeu, quelle que soit votre manière de masteriser Fever Town, il faut toujours respecter cette règle. Tout le monde respecte le commissaire ou, à défaut, en a peur. Parce qu'en fait, le commissaire, c'est le garant du fun. C'est lui qui est la limite. C'est lui qui va permettre de recadrer les joueurs et les remettre dans le scénario. C'est lui qui va faire en sorte qu'en fait, on puisse pas faire tout et n'importe quoi. Bien sûr, vous donnez un badge et un nunchaku à un rôliste, il va faire des conneries. Tu vois ce que je veux dire? C'est certain qu'ils vont faire des conneries. Mais si tant qu'ils respectent tous cette règle du commissaire et que quand le commissaire intervient parce qu'ils ont merdé, ils s'en veuillent, enfin ils vont s'en vouloir, ils vont essayer de régler les choses ou alors ils vont essayer de gérer le problème, ça fonctionne. C'est la règle qu'il faut même, je pense, verbaliser à tous les joueurs au début de la table. Écoutez, le commissaire, il a cette aura d'intouchable. Vous devez rester dans ces codes-là parce que sinon, le jeu est cassé. Ça ne fonctionne plus. Si demain, vous faites n'importe quoi et que quand le commissaire arrive, vous lui dites « tiens, commissaire, voilà », le jeu il est cassé. Quoi. Ça marche plus. Ouais, c'est sûr. Je crois qu'on a l'exemple aussi en fonction des archétypes que tu choisis dans la partie que tu as fait avec la bonne auberge. Max, c'est clairement le mec qui ferait des bavures, son perso, alors que les persos de Gaël et Aline, eux, sont bien plus à suivre le manuel. Donc bien aussi, sûr. c'est un bon choix. Puis, moi, je me souviens d'une partie que j'avais fait avec Max en off, où justement, Hurricane avait fait un peu trop nimp. Et puis, Callaghan avait déboulé, lui avait dit, mais attends, qu'est-ce qui te passe par la tête, quoi? Mais t'es complètement, tu vois, il remet, il dit, mais ça va pas, quoi. C'est quoi, tu veux perdre ta plaque? Si tu vas arrêter ton job? Concrètement, tu dis, tu vas arrêter de jouer, c'est ça? Et puis, tu sais, puis le personnage qui se dit, il me répondait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je me pisse dessus tous les soirs, c'est ça? Que je dors dans mon vomi? Que je suis au bout du rouleau, regarde, c'est ça que je te dis. Et puis là, on crée du jeu. Tu fais avancer aussi le personnage personnellement. Et donc, du coup, exactement, on crée de la rédemption. Et même et si on part d'une action qui est décalée, mauvaise ou autre, on crée quelque chose derrière, on essaie de créer du jeu. Et ça fonctionne que si il y a des contre-pouvoirs, comme le disait Goldie, il y a des contre-pouvoirs au niveau du jeu, au niveau du deuxième binôme, les autres joueurs qui vont faire des rapports sur toi, qui vont faire ci, qui vont faire ça. Et puis évidemment, par le biais du commissaire qui est le garant de l'histoire et de la cohérence. Et effectivement, comme on nous dit aussi dans le chat, ça peut aussi passer par... ils imaginent que ça peut aussi passer par les no-cops qui, j'imagine, peuvent aussi remettre en question la police au global. Avoir un peu le rôle de la population qui, elle, n'a pas le même regard qu'un flic.
Puis dans Fever Town, dans le lore, en fait, dans les années 60-70, il y a une chaîne de télé locale qui s'appelle N64, comme la Nintendo 64, c'est même technique, c'est pratique, qui en fait a commencé à filmer les flics sans leur consentement et dans plein d'enquêtes et d'affaires. Et ils ont fait des montages et ils ont fait des séries B télé, tu sais, d'investigation, de caméras embarquées, où ils romançaient un petit peu, ils les rendaient un peu héroïques. Et en fait, il y a toute une génération de flics dans les années 60-70 qui sont devenus méga célèbres au point qu'ils ont dû faire des talk shows, qu'ils avaient les médias derrière eux, des paparazzis. Tu sais, ils sont devenus des célébrités locales à force de faire les arrestations, parce qu'au final, c'est un peu les chevaliers du temps moderne, tu vois, les flics. Ouais. Ils sont, certes, à notre époque et dans certains endroits, je crois qu'ils ont perdu un peu le rapport, mais techniquement, c'est censé être les gars qu'on appelle quand on est en Ouais. danger, quand on va pas bien, quand il y a un souci, c'est censé être les garants de notre société, tu vois. Donc Ok, c'est un alors, peu des chevaliers. je vais te dire, alors c'est très valable en Europe ou aux États-Unis, dans ce qu'on voit effectivement. C'est beaucoup moins valable dans certains pays. Alors ça date de 2012 que je vais te dire, mais en 2012 j'étais en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, ce qui m'a étonné à un moment donné, c'est que je suis en voiture avec une personne avec qui j'étais en woofing, et il y a un débris sur la route. Et il s'arrête et il dit, bon, on va appeler la police pour qu'ils viennent s'occuper du débris et sécuriser la circulation, etc. En France, jamais ça me serait venu à l'idée de dire, je vais appeler les flics pour qu'ils viennent régler un problème dangereux pour la société. Ça aurait été plutôt, ouais, bon, bah, les mecs de l'autoroute, ils vont s'en occuper, mais tu vas jamais penser aux flics. Alors qu'il y a d'autres Bien pays sûr, où voilà. effectivement, ils ont ce rôle de gardien de la paix, gardien de la sécurité des concitoyens, etc., quoi. Non, mais clairement. Une idée de Enfin, kit d'extension pour Feverton. ça. Nouvelle-Zélande. C'est exactement Tu ça. ramènes Alors, des débris sur la Nouvelle-Zélande, route et sinon, tu ce qui peut attrapes être les très moutons drôle, qui sont échappés. je te donne aussi une idée. Hein, je sais que t'aimes bien un peu le Japon, je crois que t'es déjà allé au Japon Ouais, j'aime bien. de ton côté. J'aime bien un petit peu. Est-ce que tu as déjà observé la police japonaise? Alors, observer, oui, mais pas au bout de ton analyse, mon cher Goldie, je t'écoute. Alors, il faut savoir, pour nos chers viewers qui nous regardent, qu'au Japon, il n'y a pas de chômage. Puisque ils ont une politique du plein emploi où ils font en sorte de trouver de l'emploi pour absolument tout le monde. Ce qui fait qu'il y a de la surpopulation dans certains métiers, dont les agents de la route qui s'occupent des travaux, les agents de sécurité dans les villes, les flics. Ce qui fait que souvent, ils n'ont pas de budget associé à ces personnes-là. Et ce qui est très drôle, c'est tu peux voir des flics qui font qui font le plantin devant un endroit qu'ils doivent garder, mais ils n'ont pas d'armes. Ils ont juste un manche à balai. Et ils doivent se démerder avec ça. Et chose véridique, drôle, à un moment donné, j'étais passé devant un petit poste de police où le gars, il pensait qu'il y avait personne qui le voyait, etc., qu'il était tout seul. Et le mec était en train de s'entraîner avec son manche à balai, en train de faire des petites chorégraphies, etc., parce que personne ne le regardait. Voilà. Du coup, je me suis fait ma propre histoire de comment était la police au Japon. Eh bien, merci pour cette Je te analyse livre. très poussée. Merci beaucoup. Non, mais globalement, oui, en fait, tout ça pour dire que dans Fever Town, on est quand même resté vachement accroché à cette image de chevalier, de justicier. Et puis, tous les flics qu'on incarne dans les années 80, du coup, hein, parce que c'est un jeu qui se déroule dans les années 80-90, on fait ce qu'on veut. Mais dans l'idée, on est tous issus de cette génération, dans le sens où soit on les a vus à la télé, et on a eu envie de devenir flics nous aussi, et on veut à notre tour devenir des flics légendaires qui font parler d'eux et qui ont des super arrestations et qui sont célèbres, quoi. Ou alors à l'inverse, on est issu de cette génération miracle, et on a un vieux de la vieille qui se dit ah c'était mieux avant quand même. Et puis donc en fait dans tous les cas on a toujours cette génération miracle qui nous porte, donc on a envie de briller quand on est flic à Fever Town. Et pour l'univers pulp que tu as inventé quand même, moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est que pour un premier crowdfunding, tu as réuni des illustrateurs et illustratrices de zinzin. Ouais. Et du coup, il y a quand même plein de choses dans ce kit de découverte qui sont J'ai mangé beaucoup
Beaucoup de riz. Du coup, allez pledger parce que ça aide Cyril à retrouver de la thune Totalement. parce qu'il a payé tous les Totalement. illustrateurs. Et ça, déjà, J'aime. on souligne, il y a un vrai engagement envers les Ton artistes. transit donc, vous voilà. remerciera. Mais en fait, moi, je voulais arriver avec ce jeu de rôle avec l'empreinte visuelle que je m'étais définie et que je m'étais fait de lui. Et donc, c'était ultra important pour moi d'arriver avec voilà ce que j'imagine. Est-ce que je pouvais pas juste dire bon, dans ma tête, c'est un peu comme ça, voilà comment j'imagine le truc. Bon, là, il n'y a pas de couverture, hein, mais imaginez ça. Non, je voulais vraiment arriver avec une vraie empreinte visuelle très forte. Et j'ai eu la chance de collaborer avec des gens formidables. Raja, j'avais adoré son travail sur les suppléments français de Tales from the Loop que je trouve super. Et puis son style graphique, il a une capacité d'adaptation terrible parce qu'on a travaillé sur les designs des personnages. C'est-à-dire que son style graphique pour Fever Town, il a été fait pour Fever Town. C'est-à-dire que tu le retrouves pas Ah dans ouais. ses autres dessins. Et ça, je trouve ça trop cool qu'il ait pris ce temps avec moi d'en discuter, de pouvoir créer ça. David Taco, pour moi, c'était déjà un rêve éveillé qu'il accepte et qu'il ait le temps de travailler sur ce projet. Évidemment, c'est un illustrateur de talent, donc qui mérite un salaire. Et attention, c'est pas trop cher, hein, je précise. Il est payé à l'heure de ce qu'il fait, quoi. Donc, c'est légitime qu'il puisse lui aussi manger autre chose que du riz. Et puis voilà, donc je suis très content de pouvoir collaborer avec eux. Et puis aujourd'hui, ce financement, il avance bien. Ce qui fait qu'on va pouvoir, entre guillemets, plus il y a d'argent, plus on va pouvoir vous créer un vrai pur produit de jeu de rôle et un vrai produit graphique avec plein de choses dedans, quoi. On nous confirme à l'instant, effectivement, qu'on a dépassé les 400 pledges sur la campagne. C'est beau. Donc, félicitations déjà. C'est beau. Mon petit plaisir personnel quand même. Même si ce n'est qu'un supplément. Enfin, moi aussi, au final, c'est qu'une boîte. Donc, je suis dans le même bateau. Mais ça me fait tellement plaisir d'avoir fait plus que Pathfinder. Je vous jure. Symboliquement, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. sûr. Parce qu'au début, nous, on avait fait le choix de le mettre très en avance. À quelle date on allait sortir en se disant bon, les gens vont pas mettre en même temps que nous, ils vont essayer de décaler ou autre. Puis c'est Black Book en plus, c'est sa plateforme, Gabon. Hein. Et Black Book nous ont quand même mis Pathfinder en même temps, quoi. Je me suis dit quand même c'est pas sympa, quoi. C'est pas cool. Et puis finalement, voilà Pathfinder, hein. Bien joué. Ça me fait On en a marre de la fantaisie. T'as une petite Oui. dent contre Pathfinder Non, c'est pas ça. Tu sais, moi, j'adore parce que ma commu, elle est très anti-Donjons et Dragons. Et donc, j'ai l'impression d'être un fervent et un chevalier, et un porte-étendard de ce combat. Alors que, tu sais, j'ai une partie de Donjons et Dragons régulière. Donc, je joue à D&D toutes les 2 semaines en tant que joueur. Et je m'amuse beaucoup, tu vois. J'ai rien contre Donjons et Dragons. C'est un univers qui me passionne, que j'adore. Mais moi, je suis un passionné de jeux de rôle. Je côtoie énormément de gens qui ne font pas du jeu de rôle. Et je sais que Donjons et Dragons est une barrière. Je sais que moi, c'est une barrière pour exprimer mon hobby et pour exprimer ma passion, tu vois. Maintenant que Fever Town va arriver, je peux te dire que je vais vachement plus facilement initier des gens, ne serait-ce qu'à faire du roleplay, en fait. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je joue avec ma sœur qui a jamais voulu franchir le pas de toute sa vie. C'était terrible. Et là, qui a décidé de le faire avec ses amis. Et purée, alors certes, c'était une première partie, ça ressemble un peu à une première partie qu'on en a tous fait, tu vois. Ça part un peu dans tous les sens. Mais ils se sont éclatés, tu vois. Ils ont quitté la table. J'imagine. Ils ont eu des super souvenirs. Ils ont rigolé. Ils se sont dit, c'est trop bien en fait. Et moi, j'ai besoin de jeux qui portent l'étendard du jeu de rôle de cette façon. Voilà. Ouais, moi, je te rejoins. J'ai eu cette épiphanie le jour où j'ai découvert Monster of the Week. J'avais fait pas que du Donjon et Dragon, mais j'avais fait les grands classiques, le Donjon et Dragon, Cthulhu. J'avais fait du werewolf, et puis là, j'ai vu ce truc-là, et j'ai fait « Ah, mais attendez, on peut faire de la déconne sans avoir peur de niquer un scénario. Justement, au contraire, ça va nourrir le truc. On peut proposer en tant que joueur, on peut construire ensemble. » Ouais, dans tous les cas, jouer qu'à un seul jeu de rôle, c'est dommage. Ouais, c'est clair. C'est clair, et puis... et puis voilà, et puis Donjons et Dragons, ça reste quand même... c'est super, c'est tactiquement super cool. On n'y enlèvera jamais que c'est grâce à lui que le jeu de rôle existe et tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, ça reste lui qui le popularise le plus. C'est ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est trop compliqué.
pour initier des gens et c'est pas avec ça que tu vas réussir à amener quelqu'un à découvrir le jeu de rôle, surtout s'il n'est pas issu d'un milieu très nerd ou jeu vidéo, tu vois. Et ça, Clair. c'est trop dommage. Bah, c'est vrai que. Faut avoir les refs, en plus. C'est vrai Alors que les qu'avec. refs Buddy Movie. Oui. Mais Bien sûr. c'est pour ça que des jeux comme du coup Fever Town ou Monster of the Week qui fait référence à toute la série toute la trilogie du samedi, etc. Bien sûr. C'est des jeux qui sont, à mon sens, beaucoup plus adaptés pour faire de l'initiation parce que tout le monde va avoir les codes assez rapidement de l'aventure dans laquelle ils vont se plonger. Mais clairement. Alors que Clairement. un Donjons et Dragons, si t'as pas vu Le Seigneur des Anneaux ou des films de fantasy, plus compliqué quoi. Ou si c'est pas ta mais cam, clairement. tout simplement. Je suis totalement d'accord. Et puis voilà. Et puis moi, j'étais convaincu quand j'ai vu que j'avais pas d'équivalence. Et je me suis dit, mais Fever Town, doit exister. C'est un espèce de devoir, c'est un espèce de combat que je me suis dit, ce truc-là doit exister. Et puis, quand je vois l'engouement, je le disais en live hier chez Dice Story, je suis convaincu, et c'est une certitude pour moi, que ce jeu, là, aujourd'hui, beaucoup de gens assimilent mon image à Fever Town, mais Fever Town sera bien plus populaire que moi. C'est une certitude. À terme, ce jeu là, je peux déjà vous le dire que moi, ma commu, les gens qui me soutiennent, ils ont pledgé dans les 2 premiers jours. Là, les gens qui pledgent aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils ne me connaissent pas. C'est juste que l'idée leur parle et ils se disent, c'est super, tu vois. Et je suis convaincu que d'ici quelques années, il y a plein de gens qui joueront à Fever Town sans savoir qui je suis et ils initieront énormément de personnes et ça sera une plus-value formidable. Ouais, c'est sûr C'est que tout ce que je ta souhaite à ce volonté, jeu. c'est pas de lancer le jeu de MJ Masqué. Ta volonté, c'est de mais lancer bien sûr. la gamme Fever Town qui, Bien sûr. du coup, prend sa place dans le commerce Totalement. et se Totalement, pérennise. c'est la volonté. Et puis voilà, l'idée, c'est de proposer un beau support de jeu de rôle, accessible, avec des alternatives à la lecture, avec des QR codes et des vidéos qui peuvent t'accompagner sur la compréhension de ton scénario. Des choses un peu, voilà, j'essaie d'aller creuser dans des trucs qui vont rendre ce jeu un peu mainstream, facile à comprendre, facile à mettre en place. Et puis, très accessible. C'est ça, le mot, c'est ça. Accessible. Je veux créer de l'accessibilité avec Fever Town. Alors, justement, on a parlé un peu très rapidement de la gamme Fever Town et de justement en faire un produit qui va vivre au-delà de ta personne. Tu as fait le choix, que nous, on peut comprendre de notre côté parce qu'on a fait le même choix, d'une forme associative pour l'édition de Fever Town, donc avec Licorne Motors. Pourquoi ce choix d'une forme associative ? Alors, parce que déjà, initialement, quand on crée une entreprise, c'est qu'on a pour ambition d'en vivre ou de développer un business plan qui va devenir rentable sur un point de vue privé, entre guillemets. On n'est pas fou. On sait qu'il y a très peu d'argent dans le jeu de rôle et que pour vivre d'un tel projet, alors à 2 et puis on est à 3 dans cette association. Donc alors à 3, tu peux oublier. On a tous des métiers qui nous plaisent et qui nous permettent de vivre, voilà. Et on s'est dit voilà la forme la plus efficace, la plus facile à mettre en place, qui nous permet d'avoir un numéro de SIRET et de partager ce formidable jeu, c'est le format associatif. Avec Johan, on avait déjà créé une association de jeux de rôle en banlieue parisienne. Donc, c'était quelque chose avec lequel on était habile, qu'on maîtrisait. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Et puis, de toute façon, on avait déjà prévu que l'ensemble des sous qu'on allait gagner allait être réinvesti dans le jeu, pour du jeu. Donc, voilà. Ok, ça marche. Donc après, non, on va pas te contredire. Hein. On a fait aussi le choix d'une forme associative de notre côté pour Slasher et pour l'autre mois. Mais effectivement, le côté liberté, en fait, quelque part, de pouvoir faire quelque chose. Et si demain, tu fermes le truc, t'as pas vraiment d'obligation véritable.
C'est ça. Donc c'est un peu la simplicité effectivement de pouvoir se lancer là-dessus. Et puis, en plus de ça, il y a toujours la possibilité, enfin, j'en sais rien, si demain, dans 4-5 ans, Fever Town devient une franchise sous plein d'aspects et qu'il faut que je me libère du temps parce que j'ai plus le temps pour développer la structure, je créerai une entreprise à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est à ce Oui. moment-là qu'on se posera la question. Mais là, aujourd'hui, la question, elle est juste de créer un jeu de rôle et de le partager. Et puis, comme tu l'as dit, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut pas avoir peur de porter et d'exprimer et dire, on s'enrichit pas, nous, là-dessus, là. Tu vois, on a juste envie de faire un jeu de rôle, vous le partagez, c'est tout, quoi. Ouais, la Ouais, puis volonté, du c'est coup, on vraiment ce fait- partage et puis après la forme légale, on va dire que c'est pour pouvoir faire les choses proprement et C'est ça. l'amener aux gens et en même temps avoir un moyen légal qui permette aussi de rémunérer les personnes qui travaillent dessus. Totalement. Mais du coup, effectivement, l'idée, c'est le légal, mais la liberté à côté, quoi. Exactement. Le faire sans chercher de rentabilité, c'est quand même aussi le moyen de faire ce qu'on a envie et pas de se dire, ah là, ouais, mais ça va pas se vendre ou ça va se vendre. Je pense que quand on commence à créer, on n'a pas envie on a d'abord envie de faire ce qu'on aime. Quoi. Je pense que sur ça, Bah, on se rejoint sur les projets. même si je t'avoue que on y a quand même été vachement confronté sur la conception d'un business plan et d'un financement participatif, tu vois. Déjà, on était parti sur l'aspect d'une boîte parce que j'adorais j'adorais la direction artistique qu'avait pris Free League, que ce soit pour One Ring avec cette première Ouais. boîte et ensuite le livre de base pour Alien. Je trouve que ça marche trop bien, que c'était trop cool et j'avais envie de faire pareil parce que autant prendre ce qui marche chez les professionnels, hein, on va pas réinventer le système, donc autant faire ça, quoi. Et puis quand je suis tombé dans les histoires de oui, mais attention, une boîte avec des dés dedans, c'est une TVA à 20%. Et si c'est une TVA à 20%, bah ton projet, tu te le mets dans le cul. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, ça, tu vois, ça donne méga mal à la tête. Mm. Quand tu découvres qu'un lead pledge, en fait, bah, de base, Game on Tabletop, ça te prend 5%. Et quand tu arrives en lead pledge, ils te disent, bah, c'est 8% maintenant sur chacune Ah ouais. de tes ventes. Tu te dis, ah d'accord, en fait, il n'y aura pas de lead pledge, quoi. Tu vois, c'est trop bête. Mais ou alors, Ouais. tu vois, c'est plein de questions qu'on se pose. Moi, j'ai eu 1 milliard de fois la question du lead pledge. Mais j'ai envie de leur dire, mais j'ai envie de faire un lead pledge pour faire plaisir à tout le monde. Mais je ne sais pas si je serai rentable sur ce lead Ouais. pledge. Parce que là, si je fais un lead pledge, c'est tout bête. Les dés sont en option, par exemple. Hein. On a décidé, d'ailleurs, on a sûrement passé le palier, on n'y est plus très loin, de mettre des incrustations couleur or dans nos dés. OK. Eh ben, ça fait augmenter le prix du dé au coût unique. Sur les 20 euros de base, tu retires les 5% de Game on Tabletop, tu retires les 20% de TVA, tu retires les 0,15 centimes de Stripe à chaque fois que tu as une vente sur Internet, et puis après, tu passes à 8%, et puis tu te dis, ah, mais en fait, je vends à perte mes dés. Voilà. Ouais. Donc, si je fais un lead pledge, à chaque fois que je vends des dés, je perds de l'argent. Et devinez quoi? On est une association qui a commencé avec 0 d'investissement et juste de l'argent de notre poche mis dans le projet. Donc, si on vend à perte, eh ben, ça marche plus. Bah oui. Donc, en fait, c'est Oui. terrible, mais on a été méga confrontés à toutes ces questions de business, de machin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous nos paliers, si vous regardez bien, ils sont méga appauvris. À aucun moment, on a mis des goodies, des tasses, des machins, etc. Mm. Parce qu'on a peur. C'est le Mais c'est vrai normal. mot, c'est la peur. On a peur de se retrouver à un moment donné à se dire, ah ben en fait, on a mal calculé un truc là. Finalement, là, on a une marge de 2000 balles. On les a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors, en même temps, moi, je peux dire que le fait qu'il n'y ait pas de tasses et de trucs comme ça et qu'il y ait des éléments de jeu, Mm. moi, C'est un je vrai trouvais plus que pour c'était moi. un plus. Ok, bah je suis content. Non, en fait, Parce que j'ai une boîte avec des badges, des stickers, des trucs. tu vois. voilà. Avec Non, en fait, ici c'est un et débat ailleurs. qu'on a déjà eu dernièrement quand on a parlé justement de l'édition avec l'Inou Major Zero. On discutait justement des financements participatifs, faits notamment par des maisons d'édition qui, en fait, l'utilisent comme un moyen de lancement plus que comme un moyen de financement véritablement. Et en fait, c'est tout le souci, c'est que les financements participatifs ont perdu leur sens. Ils devraient être ce que tu fais là aujourd'hui, c'est-à-dire que tu rajoutes des éléments dans
le moyen de jeu, on va dire, mais tu ne rajoutes pas des goodies qui vont venir pomper toute ta marge et tout ton, même pas parler de marge, mais juste pomper tout ton équilibre, on va dire. Ouais. Parce que ce n'est pas le cœur de ton projet. Toi, le cœur de ton projet, c'est de le financer. Bien sûr. C'est pas déjà- d'apporter pléthore de choses à côté dès que tu passes des paliers, quoi. Je trouve Ouais. que tu fais déjà un truc hyper complet, hyper ambitieux pour un premier projet. Pas comparé justement à au truc un peu frileux, un peu mou que peuvent faire certains gros éditeurs sur des marques où ils savent que de toute façon ils vont en balancer des caisses. Je trouve que déjà tu Ouais. te moques pas des gens qui participent. Enfin, bravo pour Merci. ça. Non, mais on avait vraiment envie de faire quelque chose de vraiment bien, avec de très ambitieux et au plus proche de ce que moi j'imagine d'un financement participatif, tu vois. Parce que premièrement, c'est une licence qui vient de nulle part. C'est une maison d'édition qui vient de nulle part. Et donc, on voulait avoir ce côté professionnel le plus possible pour donner confiance aux gens et que les gens ont envie de se dire, bon, on y va en fait. On y croit, ce projet-là, parce que je suis convaincu que c'est un très beau projet, et que les gens qui auront cette boîte vont vraiment s'amuser. Et puis surtout parce que, comme je disais, je l'ai déjà dit plein de fois, si là, vous regardez ce live ce soir et que vous n'avez pas encore acheté cette boîte, il faut y réfléchir. Parce que je pense que, je dis comme ça tout le temps, mais c'est vrai, hein, je pense qu'il n'y aura qu'une seule impression de cette boîte. Parce que si demain, Devenir là, on a collector. 4... Exactement, parce que si on a 400 souscripteurs, on va pas en faire 1000 parce qu'on n'a pas on sait pas où est stocké. On n'a pas d'endroit pour stocker des palettes. On ne sait pas si on va s'handicaper avec un paiement chez Meeple Logistique où il nous prend 100 puis balles t'as pas par de mois. Là. trésorerie. T'as pas de trésorerie non plus pour avancer C'est ça. une prod. Donc quoi. en fait, si demain je fais imprimer 600 boîtes, voilà, j'en garde 200 pour des conventions, pour à droite à gauche, pour essayer de les écouler petit à petit au fil des prochaines années ou prochaines voilà. Mais ce sera le seul moyen de les avoir parce que concrètement, plus on imprime de boîtes, moins c'est cher. Mais jamais je pourrais refaire une impression de 600 boîtes. Ça n'existera pas. Moi, avant que ce soit un carton international ou que sais-je, Ouais. mais je ne réimprimerai jamais 600 boîtes, c'est sûr. Et puis, si demain j'imprime 100 boîtes, notre business plan, il n'est pas rentable. Ouais. Sur 100 boîtes, ça ne marche pas. Ouais. Nous, c'est Alors, un peu pour ça qu'on avait fait choisi l'impression à la demande, comme on avait fait un bouquin tout ça. Ouais. C'était pareil, les stocks, les palettes, les machins. Bien sûr, c'est bien ça. sûr. On a une question chat qui rejoint d'ailleurs une question que je voulais te poser aussi. C'est peut-être un peu tôt par rapport au projet qui est encore en cours et le financement participatif qui est encore en cours, et tu as parlé du livre de règles de Fevertown, livre de base qui sortirait l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais est-ce que avec l'association Licorne Motors, vous avez d'ores et déjà dans l'idée d'autres projets pour la suite, Bien sûr. peut-être des scénarios, des extensions ou d'autres jeux de rôle? Alors déjà, là, notre objectif vraiment, ce serait de boucler et de terminer la gamme Fevertown, qui devrait être techniquement en 3 financements, dans la logique, avec un premier financement, cette boîte, pour faire connaître l'univers, voir ce que ça donne. Un second avec le livre de base et un recueil de scénarios et ce genre de choses pour donner envie de jouer. Je peux déjà vous dire que le livre de base, il sera très proche de ce que fait Tales from the Loop, parce que c'est ce que j'aime. Un livre de base avec beaucoup de scénarios dedans, au moins 3 ou 4. Je pense que c'est le minimum pour moi, parce que voilà, on n'a pas tous le temps de créer des scénars comme ça chez nous. On n'a même pas tous les compétences en fait quand on débute. Donc au moins 3-4 scénars directs d'office. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on aura une dernière extension avec les derniers districts, les quartiers très lointains, une autre manière d'approcher un peu le jeu. Et puis Fevertown sera terminé. On aura fait le tour entre guillemets, et puis on verra à ce moment-là comment évolue sa durée de vie et ce que ça a donné, quoi. Mais Licorne Motor Edition, ça sera toujours un moyen pour nous de faire du créatif et de proposer des jeux, des livres, autre chose. On a une idée de livre dont vous êtes le héros, par exemple, dans l'univers de Fevertown. On a un autre jeu de rôle que je peux, si vous voulez déjà un peu teaser, mais évidemment,
c'est un teasing très lointain. Hein. Bah, vas-y, C'est balance. Nous, très, on très prend, lointain. on prend les exclus, hein, vas-y. Ça se rapprocherait évidemment. Pareil, on veut tout. Je pense que ça sera un peu notre direction artistique maintenant. On veut toujours frapper un peu dans l'accessibilité et puis dans le jouer rapidement. Ça s'appellerait JDR Slider Trooper. Alors, dans l'idée, dans le concept du truc, d'accord, il faut imaginer un espèce d'équivalent de militaires ou de marines qui voyagent dans le multivers, d'accord, et qui vont terminer les parties de jeux de rôle qui n'ont jamais été terminées. Ou alors, les parties de jeux de rôle où le groupe de joueurs est mort, a perdu. Par exemple, un Cthulhu où, dans un Cthulhu, bah, Nyarlathotep s'est réincarné, il a tué tous les joueurs. Mais il faut bien quelqu'un qui ait purifié cette branche de l'univers, tu vois. Eh ben, ce Trop serait bien. des espèces voilà, une espèce de JDR similaire où on est envoyé là-dedans. Et puis le concept est très simple. Les scénarios, c'est toujours la même chose. Environ 1 heure de jeu, 1 heure et demie de jeu, toujours pareil. Le but, c'est que t'es warpé dans cet univers, mais en fait, c'est un peu problématique, c'est que quand t'arrives, tu perds la mémoire. T'as une espèce de petite amnésie, tu sais jamais dans quel univers, dans quel jeu tu es. Donc quand tu déboules, tu sais pas à quoi tu joues, tu sais pas dans quel jeu de rôle, tu sais pas ce que tu fais là. Et il faut ensuite que tu retrouves la boîte noire. Et une fois que tu as retrouvé la boîte noire dans cet univers, donc à force de jouer, tu découvres où t'es, évidemment. Quand tu retrouves la boîte noire, eh ben, ça te dit il y a Gandulf là, finalement il a pas réussi à aller au Rohan là. Ils se sont fait casser la gueule, donc allez sauver Aragorn au Rohan, et puis allez vous faire Sauron, tu vois. Et puis je te dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Et après, Dans- tu les dans fais l'idée, rentrer dans Post-Mortem où ils retrouvent tous ceux qui sont morts. C'est et là, ça. Bon, après, Dans peut-être l'idée, que en ça fait, verra c'est, jamais le jour. Hein. ce C'est serait comme un ça. jeu. Oui, Alors, on te le souhaite en tout cas qu'il voit le jour parce que ça a l'air très fun. Mais dans l'idée, en fait, il s'ancrerait aussi dans une réalité des joueurs et des joueuses au moment où leur partie échoue. Où en fait C'est ça. le MJ il peut le sortir en Ouais. mode Deus Ex Machina et en fait vous C'est allez jouer ça, des exactement. agents qui prennent ça quoi. Ou alors, à chaque fois, on a toujours dans un coin de notre tête une partie qui avait foiré totalement, Oui. ou une partie de jeu de rôle qu'on n'a jamais eu le temps de Oh là. terminer. Ou tu vois, c'est vraiment un jeu comme ça, apéro, déconne, que tu sors, que tu fais un soir quand pas dans une chambre d'hôtel où tu étais en galère. Puis moi, je le vois déjà avec des belles cartes de tarot, tu sais, où à chaque fois que tu pioches, à chaque fois, donc un personnage et un objet. Et ça te crée une fiche, tu vois, avec deux cartes, et puis t'es content, quoi. Et puis, enfin voilà. Après, là, Ok. on est vraiment sur l'idée, quoi. Il y a Mais rien bon, qui est il y a fait. d'autres projets quoi. Oui, voilà. Je crois qu'on l'a playtesté 2 ou 3 fois. C'était méga marrant, mais bon, il faut creuser un peu plus pour faire un jeu de rôle. Et dans les autres questions qu'on a eues, si il y a des gens qui, J'aurais pas dû le dire, on va me piquer l'idée, en fait. il y a des gens qui tombent fans de Feverton et qui veulent écrire des scénars et tout ça, est-ce que t'es chaud? Est-ce que tu penses à, je sais pas, éventuellement un petit Powered by Fevertown, unofficial scénario ou un truc comme ça? Ah, mais bien que les gens sûr. pourraient- Alors ça, c'est avec grand plaisir. Alors déjà, le 3e membre de cette équipe, c'est Frédéric. Et on a la chance qu'il ait énormément travaillé à l'école et qu'aujourd'hui, il est ingénieur informatique. Donc, il est très doué avec les ordinateurs. Et par exemple, lui, pour se connecter à Twitch, c'est pas trop son problème. Globalement, il est très très fort. Et puis en plus, il a beaucoup travaillé dans tout ce qui est cybersécurité et compagnie. Donc, ouais, il est super bien calé. Donc, c'est lui qui va nous faire tout ce qui est site internet et compagnie. Et donc, il y aura évidemment tout un accès à la communauté pour que ce soit un jeu qui soit communautaire. C'est pas pour rien qu'on a proposé des paliers collector plus des paliers de soutien en réalité pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent nous soutenir, où ils peuvent mettre une pierre à l'édifice dans l'univers, parce que nous on est voilà dans le fascicule Feverly Beach qui sera dans la boîte Thunderwave 2, donc qui décrit le quartier de Feverly Beach avec ses enjeux, ses lieux cultes, etc. On va mettre des capitaines, donc certains commissaires qui sont présents dans le district, enfin dans le quartier, et on va mettre des postes à pourvoir pour se dire qu'en gros, les joueurs, c'est pour inciter les joueurs à se dire, créez votre capitaine, vous voyez. Moi, j'adore jouer Callaghan, c'est un personnage qui m'a marqué, il fait partie du lore, il fait partie de la génération miracle, il va figurer probablement dans une grande partie des scénars qui vont être joués de Fevertown, mais vous pouvez créer votre commissaire à vous aussi, tu vois.
Il y a pas de limite et au contraire, c'est la magie du jeu de rôle. Donc, bien sûr que je serais très ouvert à plein de scénarios de la communauté. Et puis, j'y jouerais moi aussi, en fait. Donc du coup, la commu, bah, à vos plumes, hein, allez-y, écrivez, préparez des scénarios. Si vous Et- voulez et- vous nourrir, il y a plein de vidéos. Du coup, il y a quand même, on peut Ah oui, rapidement dire, tu as fait un paquet d'actual play. Donc, tu l'as fait avec ta team Ouais. Classico, bien sûr. avec les gens qui n'ont jamais joué. Oui. Ça. J'ai fait je l'ai fait à la Bonne Auberge. Ouais. Avec un Chez super Captain cast. Popcorn aussi. C'était vraiment. J'ai joué chez Captain Popcorn avec Pressa, Lincus et Pétulia. J'ai joué au studio 4D2. J'ai joué chez les Super Geekettes. Et j'ai un autre actual play qui date d'il y a 3 ans sur ma chaîne. Voilà, qui. Alors, je vous le conseille pas en réalité, parce que le système, c'est marrant pour le divertissement. Mais si vous voulez vous imprégner de Fever Town et C'est de pas ce le qu'est la système boîte actuel, aujourd'hui, j'en ai fait 6 déjà là. Peut-être déjà c'est 6 là. Peut-être. Donc, et peut-être si vraiment vous êtes en manque de jeu, allez voir le dernier. Mais globalement, ouais, il y a beaucoup d'actual play. Pour les gens qui pledgent la version PDF, Ouais. tu penses pouvoir faire une livraison quand justement sur le format numérique? Alors déjà, premièrement, le plus rapidement possible, ça c'est une certitude, mais surtout, j'ai découvert qu'il y a, ça se fait beaucoup maintenant, je connaissais pas du tout, c'est une relecture de la communauté. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on a fini les PDF, on les met à disposition à tous les backers, et là, il y a une espèce de chasse aux coquilles, parce qu'en fait, globalement, Mmh. c'est super bien pensé parce que personne n'a envie d'avoir une coquille dans un super boîte Fever Town, et nous non plus. Donc en fait, l'idée c'est que nous, dès l'instant où on a une version PDF lisible et corrigible par la communauté, elle sera mise à disposition. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir les PDF le plus tôt possible. Et nous, de toute manière, on n'imprimera pas les boîtes tant qu'on ne sera pas passé par une relecture de la communauté. C'est très chouette comme C'est- idée, c'est je connaissais pas smart. non plus. Ouais, Ça alors, permet Pénombre a des fait ça, je numériques crois. rapidement et en même temps de Mm. faire qu'une fois que c'est sur papier, c'est Ouais, et puis en Ouais. plus, ce qui est super, malin. c'est que si jamais il y a une coquille qui passe malgré le correcteur et la communauté, bah, ça sera pas ma faute en fait, ça sera la leur. Oh, le mec est malin. C'est ça quand hein. même. Il a vu dans le futur. Au passage. Je Mais pourrais, oui, je pourrais leur dire, eh purée les gars, vous payez pour le jeu, vous le relisez et vous le relisez mal quoi, super. Bon, Et on va... sur tous les actual plays que tu as fait, juste pour le clin d'œil rigolo, c'est que du coup, on s'est suivi au studio Oui, c'est vrai. Oui, pour faire nous aussi des années 80. c'était trop cool. Et du coup, c'était marrant. C'était on un a fait week-end sans années le 80 savoir, pour le Studio ouais. 17, ouais. Donc, Alors, je sais pas ce on que est vous en avez connectés. pensé, mais moi je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Ouais. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et puis même au montage, j'ai gagné du temps parce que cette fameuse piste main là, je trouve qu'elle aide vachement à essayer de faire quelque chose d'assez cool. J'ai pris beaucoup Je suis de plaisir. En tout cas. en plein montage, donc je confirme que la technique de J-Best me Ouais. rend bien service. Et au niveau tournage, en tout cas, effectivement, c'est un vrai pied de tourner là-bas. T'es dans des conditions quand même qui sont exceptionnelles, surtout pour nous qui n'avons pas l'habitude de tourner en studio, où c'est quand même la première fois qu'on rassemblait l'équipe autour de micros, donc on avait pas beaucoup d'appréhension en réalité, mais des petites questions de comment ça allait se passer, etc. Non, l'expérience a été vraiment super et on espère pouvoir recommencer ça aussi, effectivement. Dans une ambiance toujours années 80, parce qu'on adore ça. Trop cool. On a ressorti nos costumes d'ailleurs de notre tournage, tu vois. Ouais, une Ouais. partie. Hein. J'ai En pas remis la perruque, mais... on va se diriger gentiment vers la fin de cette émission. Il n'y aura pas de radio libre cette fois-ci. On a pris vos questions au fur et à mesure. Donc on va pas vous faire intervenir au niveau du chat pour venir poser vos questions directement à Cyril. Mais en tout cas, on vous remercie des différentes questions que vous avez posées ce soir. On voit que vous étiez très intéressés. Donc Plein de nouvelles n'hésitez personnes pas. aussi, ça fait Ouais, plaisir. plein de nouvelles personnes. N'hésitez pas, on le rappelle, il reste moins de 24 heures, si je dis pas de bêtises, Oui. sur le pledge. Il reste moins de 24 heures et nous sommes à 400 € du palier, les dés
incrustation or, mesdames et messieurs. Si vous voulez tout savoir, c'est un dé qui passe de 80 centimes à 1,30 €, mesdames et messieurs. En coup, voilà. a Ça, les oui, mais coulisses. ça, tu parles des coulisses, ouais. Oui. Donc, en tout cas, voilà, il ne suffit que donc de 5 packs à 90 €. Hein. Voilà, bon. Donc, en tout cas, voilà, si ce qui est très intéressant, comme le disait Cyril, c'est que vous avez déjà pléthore d'actual play qui sont disponibles pour vous montrer à quoi ça ressemble, que ce soit avec des rôlistes aguerris, mais aussi avec des purs débutants qui n'en ont jamais fait, pour vous montrer à quel point vous pourrez initier tout votre beau petit monde, vos proches, etc. qui vous entourent. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Cyril ? Non, merci. Merci de votre accueil. Ça a été formidable. Malgré un départ compliqué d'un point de vue technique, je suis très content d'être là. Et puis, c'est toujours un plaisir de parler de Fever Town. Si jamais vous regardez cette vidéo plus tard sur YouTube et que vraiment vous voulez Fever Town, rapprochez-vous du Discord ou autre. Et puis, peut-être qu'il y aura un let's play, comme je dis, on verra, il faut que je refasse des calculs pour être sûr, mais peut-être qu'il y aura un let's play. En tout cas, vous en serez informés sur mes réseaux. Et puis voilà, en tout cas, merci. Merci tous les deux de votre accueil. Un grand plaisir, et on rappelle le petit tips aussi de surveiller la boutique Philibert qui aura quelques boîtes également. Si vous regardez cette vidéo effectivement après le live et après le financement. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je remercie encore une fois Basile, acolyte de toujours sur ces émissions, et un merci tout particulier à Cyril, a.k.a. MJ Masqué, qui n'est plus trop masqué maintenant, hein, mais... il a juste une moustache maintenant. Il a juste une moustache. C'est le nom de la chaîne finalement. Voilà. Maintenant. Dites-vous qu'au quotidien, si vous le croisez en dehors, il n'a pas de moustache, c'est comme ça que vous faites la différence. C'est ça. Merci énormément d'être venu parler de Fever Town. On fait des gros bisous, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Et à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux lives. Ciao ciao!